Bonjour, bienvenue, je suis Audrey Vietaz et vous écoutez Trait d'Union. Vous ne comprenez rien à l'Union européenne ? Ce podcast est fait pour vous, maintenant vous allez tout comprendre. Je profite de l'intro pour remercier Valentin, Jade, Agnès et Thomas qui soutiennent financièrement le podcast. Sachez que vous pouvez le faire aussi à partir d'€1 par mois via le lien Patreon dans ma bio. Merci encore, c'est extrêmement précieux pour moi. Pourquoi assister à un match de boxe quand on a la même chose gratos en séance plénière au Parlement européen ? Ça s'est passé mercredi à Strasbourg et je pense que les huissiers sont encore en train d'essuyer le sang sur les murs du Parlement. Ce sang fictif évidemment, c'est celui de Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, qui a été particulièrement malmené. C'est ce que je vous raconte et vous décrypte dans cet épisode. Normalement, c'est un passage traditionnel plutôt calme. Tous les 6 mois, vous avez un pays qui assure la présidence tournante du Conseil des ministres de l'Union européenne. Un nom à rallonge pour l'institution qui représente les États membres. En général, ce pays peut mettre en haut de la pile les dossiers qu'il veut faire avancer. Donc à chaque fois, le président ou la première ministre de ce pays vient dresser la liste de ses priorités et des dossiers qu'il compte pousser devant le Parlement européen. En ce moment, c'est la Hongrie qui assure cette présidence tournante. On savait tous que Viktor Orban allait donc devoir venir à un moment ou un autre devant l'hémicycle à Strasbourg. Comme je vous le disais, normalement c'est pas méga enflammé. Le pays dresse ses priorités et puis ensuite on a un débat avec les parlementaires. Des fois ça monte un peu dans les tours, c'est ce qui s'est passé notamment quand la France assurait cette présidence tournante, parce qu'on était en 2022, en pleine campagne présidentielle française, et donc la politique nationale s'est invitée dans le débat. On a eu des interventions de François-Xavier Bellamy, de Yannick Jadot, de Manon Aubry. Mais ce qui s'est passé mercredi, ça, c'était plutôt inédit. Déjà, parce que Viktor Orban, il a fait une méga provocation au début de la présidence de la Hongrie. C'était début juillet, je vous en parlais dans un épisode, je vous remets le lien dans la bio. Mais en gros, il est allé voir Vladimir Poutine au nom de ses petits camarades, sans avoir prévenu personne et sans en avoir de mandat évidemment, ce qui l'a totalement discrédité auprès des autres États membres. Et puis aussi parce que de manière générale, et je vous le rappelle au fur et à mesure des épisodes, Viktor Orban c'est un peu l'oncle gênant, l'empêcheur de tourner en rond mais sur tous les sujets. C'est un grand soutien de Donald Trump, il est proche de Pékin, de Moscou. Quand les États membres se sont accordés pour utiliser moins de gaz russe, lui, il a augmenté les importations. Quand il faut soutenir l'Ukraine, il traîne la patte ou alors il fait du chantage carrément pour obtenir des trucs pour lui et pour la Hongrie en échange. So, dear colleagues, let's start. C'est un euphémisme donc de dire qu'au Parlement européen, il était plutôt en terrain hostile. Certains députés avaient même décidé de boycotter son discours. C'est donc devant un hémicycle clairsemé, on va dire, que Viktor Orban a pris la parole. Dear Prime Minister, the floor is yours. Pour un discours assez provocateur. Il a repris le rapport de Mario Draghi sur la compétitivité de l'Europe, mais il a expliqué en gros que si la croissance du continent était si faible, c'est en partie dû au prix élevé des énergies, ça c'est vrai, on paye nos énergies 2 à 3 fois plus cher qu'aux États-Unis, mais pour lui, c'est parce que l'Europe a décidé de se passer du gaz et du pétrole russe. Il a enchaîné en expliquant que l'immigration clandestine en Europe augmentait l'antisémitisme, les violences envers les femmes, et l'homophobie. Ensuite, il a fustigé la politique européenne vis-à-vis de l'Ukraine. Écoutez. Si nous ne voulons pas que l'Ukraine perde, nous devons changer de stratégie. Et je pense que vous devriez y réfléchir. Dans toute guerre, il faut faire un travail diplomatique. Nous avons besoin de communication, de contacts directs et indirects. Si nous ne le faisons pas, nous nous enfoncerons encore plus profondément dans la guerre et la situation sera encore plus désespérée. De plus en plus de personnes mourront. Et avec cette stratégie, nous ne trouverons aucune solution sur le champ de bataille. Je pense donc que nous devons défendre la paix. Nous devons nous concentrer sur un cessez-le-feu et créer une stratégie différente. Sinon, nous serons tous perdants.
Vous l'avez entendu, il évoque un travail diplomatique. En gros, il justifie sa visite à Vladimir Poutine en juillet dernier. Et puis, il a conclu, comme une ultime provocation, son discours par un « Make Europe Great Again » sur la base, vous l'aurez reconnu, du slogan trumpiste « Make America Great Again ». À la fin de sa prise de parole, la gauche de l'hémicycle a entamé le chant Bella Ciao, qui n'est, et oui les amis, pas uniquement la musique de la Casa de Papel, mais aussi un chant italien antifasciste. This is not the Eurovision, hein? Évidemment, dans leur viseur, il y a les actions de Viktor Orban. Depuis qu'il est revenu au pouvoir en 2011, il a entamé en fait une sorte de mue populiste. Maintenant, il restreint l'état de droit, les oppositions, la liberté de la presse, le droit des minorités. Les députés, et pas uniquement les députés de gauche, avaient donc de grosses charges à mener contre lui. Dites-le nous aujourd'hui. Vous regardez vers Bruxelles ou vers Moscou ? Vers Bruxelles ou vers Pékin ? Là, vous venez d'entendre Valérie Ayé, la présidente du groupe Renew, les libéraux. Il y a eu aussi une charge de Manfred Weber. Lui, c'est le patron du PPE, la droite conservatrice. C'est aussi l'ancien groupe politique de Viktor Orban, ça il faut le souligner. Maintenant, Viktor Orban fait partie des Patriotes pour l'Europe. Mais le PPE, c'est aussi le groupe politique du principal opposant à Viktor Orban maintenant en Hongrie, c'est Péter Magyar. Il est député européen et il a pris la parole au sein de l'hémicycle après la prise de parole d'Orban. Donc en fait, on a assisté à leur affrontement politique hongrois, mais au sein de l'hémicycle européen. Péter Magyar qui s'est d'ailleurs félicité de pouvoir débattre avec Orban en tant qu'opposant et que pour ça, il avait dû attendre ce débat à Strasbourg. Et il a appuyé là où ça fait mal pour Viktor Orban, il a évoqué l'émigration hongroise. En fait, en Hongrie, il y a énormément de Hongrois qui quittent le pays, qui vont s'installer dans d'autres capitales européennes, qui vont à Londres aussi, mais en fait qui ne restent pas en Hongrie. Ça, c'est un gros point noir pour Viktor Orban, il n'arrive pas à les garder. Et en fait, là, Péter Magyar, il a vraiment insisté dessus en expliquant qu'il y avait déjà 1 million de Hongrois qui avaient quitté le pays. Enfin voilà, il a vraiment joué sur la politique nationale au Parlement à Strasbourg. Mais ce dont je voulais vous parler, c'est de la prise de parole d'Ursula von der Leyen. Une charge de la présidente de la Commission européenne. Elle a parlé juste après Viktor Orban, et là, elle a sorti la sulfateuse. Elle n'avait jamais prononcé un discours aussi virulent, et en plus, son discours, il était écrit d'avance. C'est-à-dire que elle a laissé Viktor Orban parler, mais en fait, elle avait déjà tout écrit, elle avait déjà écrit sa charge. D'habitude, c'est plus arrondi. Là, vraiment, point par point, elle l'a défoncé. Sur les migrants, elle a rappelé que la Hongrie avait libéré des passeurs et des criminels avant la fin de leur peine. Elle a aussi rappelé que la Hongrie bénéficiait actuellement des fonds européens, notamment ces derniers jours, depuis que le pays a été touché par des intempéries meurtrière. Elle a aussi fustigé le fait que la Hongrie récemment a annoncé qu'elle voulait délivrer des passeports à des citoyens russes et biélorusses, avec évidemment des risques d'espionnage au sein de l'espace Schengen. Si on fait rentrer ces citoyens, après ils pourront aller dans n'importe quel pays membre de l'espace Schengen. Mais l'uppercut ultime a concerné l'Ukraine. Vous le savez, elle a vraiment fait du soutien militaire, politique et financier à l'Ukraine, l'un des marqueurs forts de sa première présidence, mais aussi de sa réélection. Et là, elle attend la validation de sa commission, donc vraiment, elle n'a rien laissé passer là-dessus. Elle a taclé, on peut dire qu'elle est arrivée les 2 pieds levés par derrière, directement à la gorge de Viktor Orban. Elle l'a taclé sur ce sujet. Écoutez. Certains disent encore que ce n'est pas parce que Poutine veut le pouvoir, mais que c'est parce que l'Ukraine veut la liberté. Alors je demande à ces personnes, auraient-elles lancé la même accusation à l'encontre du peuple hongrois lors de l'invasion soviétique en 1956 ? Et c'est pas anodin. L'épisode qu'elle évoque, c'est un pan de l'histoire de la Hongrie. Orban lui-même rend chaque année hommage aux 2500 victimes et aux 20 000 blessés de ce soulèvement de 1956. Ça rappelle aussi à Orban son histoire, car avant de se rapprocher de Poutine, depuis qu'il est revenu au pouvoir en 2011, en fait avant c'était un fervent opposant au régime soviétique. En 89, lors d'une commémoration du fameux soulèvement de 1956, il avait pris la parole pour demander des élections libres et le départ des troupes soviétiques du pays devant les troupes soviétiques. Donc voilà, Ursula von der Leyen, quand elle parle de cette date, clairement, elle appuie là où ça fait mal.
Voilà pour le compte-rendu de ce free fight au Parlement européen, il n'y a pas d'autre mot. En fait, parmi les eurodéputés et les membres des institutions qui étaient là pour le soutenir, il y avait vraiment que son groupe politique à lui. Son groupe politique, c'est les Patriotes pour l'Europe. Donc à l'intérieur, on a le Fidesz, ça c'est son parti. On a aussi le RN de Marine Le Pen ou encore la Ligue de Matteo Salvini. Donc en gros, eux, ils soutenaient vraiment Orban. Même ECR, qui est un autre groupe d'extrême droite, ECR était pas vraiment à l'aise avec les propos de Viktor Orban sur l'Ukraine et la Russie. Donc voilà, il y avait vraiment que l'extrême droite du Parlement pour le soutenir, peut-être sur l'immigration, mais quand il a évoqué l'Ukraine et la Russie, bon là, il y avait vraiment que les Patriotes pour l'Europe, quoi, en gros. Donc, dans un sens, on peut dire que tout le monde s'est bien défoulé contre Orban, entre guillemets évidemment. Mais le problème, si je devais faire une analyse, c'est qu'en fait, Viktor Orban, lui, ça sert son propos. C'est presque comme s'il n'attendait que ça, en fait. Parce que du coup, il a pu rentrer en Hongrie, donner des interviews en disant, voilà, c'était une intifada politique contre moi. Il a quand même utilisé ces mots, c'est extrêmement fort. Ils veulent m'enlever du pouvoir pour mettre quelqu'un d'autre. Encore une fois, c'est la faute des élites bruxelloises qui sont contre moi, qui sont contre le peuple hongrois. Il a vraiment pu en jouer parce que là, il avait carrément des images, des propos pour dire, voilà, regardez, il y avait tout le Parlement européen, toutes les institutions, parce qu'il y avait aussi la présidente de la Commission qui était contre moi. Il a pu aussi sortir des punchlines en disant vous me faites des leçons de démocratie et puis en fait vous avez aussi exclu mon groupe les Patriotes pour l'Europe de tous les postes clés avec le cordon sanitaire, je vous en avais parlé dans un précédent épisode. Il a vraiment pu jouer sa partition en disant ils sont tous opposés contre moi, la preuve ça s'est encore passé. Donc voilà, ça a permis à tout le monde de se défouler, tout le monde a pu dire ce qu'il avait à dire et on voit qu'ils en avaient gros sur le cœur vis-à-vis de Viktor Orban, mais à la fin, en fait, il peut dire à tout le monde, bah voilà, j'avais raison, ils ont tous été contre moi, comme je le dis depuis le début. Alors, comment va se passer la suite de cette présidence tournante ? C'est vrai que du côté de l'Union européenne, il y a plusieurs personnes qui m'ont confié qu'elles avaient un peu peur que Viktor Orban fasse une nouvelle dinguerie, comme il a pu le faire en allant en Russie et puis en Chine sans prévenir personne. En fait, ils ont peur qu'à la veille des élections américaines, qui vont avoir lieu dans quelques semaines, Viktor Orban prenne la parole au nom de l'Union européenne en disant je soutiens Donald Trump, parce que le temps de dire non, mais pas du tout, il parle pas en notre nom, enfin voilà, le mal sera fait, l'info sera partie. Donc c'est vrai qu'ils ont un peu peur qu'il fasse une dinguerie comme ça, d'autant que là maintenant il est un peu chauffé à blanc. Ça c'était pour la suite de l'analyse, la suite de cette présidence qui va se terminer le 31 décembre, et ensuite ce sera la Pologne qui assurera la présidence tournante. Voilà pour ces explications, voilà pour ce compte-rendu. Cet épisode est terminé, et puis en attendant, vous le savez, vous pouvez retrouver le podcast sur Instagram ou sur Twitter. À très vite.